Et bienvenue dans Économie le Max sur i24 News. Au programme de cette édition, difficile d'imaginer des relations plus froides. Cela fait 20 ans que la frontière entre le Maroc et l'Algérie reste désespérément fermée. À l'origine, des différends diplomatiques. À l'arrivée, un potentiel de développement économique toujours stérile. Pourquoi et surtout jusqu'à quand? On voit tout cela avec Thierry Barbot. Et puis retour sur un choix qui en dit long sur l'orientation économique de la France. Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'économie, est présenté comme l'anti-Montebourg. Il incarne la ligne voulue par l'Allemagne, celle de la rigueur budgétaire. Un banquier social-démocrate pour remplacer l'apôtre du Made in France. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et d'abord, l'actu économique internationale avec à la une fois de plus, la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et au-delà, puisque la République démocratique du Congo est également touchée. Alors l'OMS estime à 430 millions de dollars la somme nécessaire pour stopper l'épidémie, qui a déjà tué plus de 1400 personnes. Épidémie qui pourrait coûter, d'après la Banque africaine de développement, entre 1 et 1,5 point de PIB pour les 3 pays les plus affectés, Guinée, Sierra Leone et Libéria, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, qui elle n'est pas encore touchée. Et dans ces pays, c'est l'agriculture qui semble être le secteur le plus exposé. Ebola aussi menace des économies. Cette crise va probablement coûter 1%, voire 1,5% du PIB des pays de la fleuve d'Imanon. Des pays qui commençaient à se remettre difficilement des années de crise, des guerres civiles des années 60, 80, 90. Mais Ebola aussi met en péril la sécurité alimentaire. Vu que l'activité agricole pendant cette saison de pluie n'a pas reçu l'attention nécessaire. L'autre menace que fait peser Ebola sur les économies africaines, c'est celle d'une chute des investissements étrangers. Fermeture des frontières et déficit en termes d'image pourraient mettre à mal les perspectives de décollage économique du continent. Mais au-delà de la crise immédiate et à moyen terme, la multiplication des clôtures des frontières terrestres et aériennes dans beaucoup de pays africains en termes de précaution risque de coûter beaucoup au commerce et aux flux économiques en général. Mais disons aussi que c'est un continent qui risque son image, voire les flux d'investissement et une nouvelle stigmatisation au moment où le continent commençait à décoller. Et sachez d'ailleurs que la compagnie aérienne British Airways a annoncé hier que ses vols vers et depuis le Libéria seront suspendus jusqu'à la fin de cette année en raison bien sûr du virus Ebola. Et on reste en Afrique avec la désormais deuxième économie du continent derrière le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud qui a finalement échappé à la récession au deuxième trimestre. Une croissance de 0,6% après un plongeon de l'activité au premier trimestre et un chiffre de moins 0,6%. Le tout pendant que le reste de l'Afrique subsaharienne affiche, on le sait, des scores de 5 à 6% de croissance. On rappelle qu'en juin, l'Afrique du Sud est sortie de 5 mois de grève dans l'industrie du platine et on s'attend pour l'ensemble de l'année à une croissance de 1%, nettement insuffisant tout de même pour faire baisser le taux de chômage, 25% à l'heure actuelle. Et toujours à propos de croissance, l'horizon s'obscurcit pour la Russie. Le gouvernement a abaissé hier sa prévision pour l'an prochain, 1% contre 2% espéré auparavant. Conséquence logique de la crise ukrainienne et des sanctions occidentales. La prévision pour 2014 reste pour sa part maintenue à 0,5%. L'inflation, elle, est attendue à la hausse au-dessus des 7% contre 6% jusqu'ici. Un chiffre imputable à l'embargo décrété par Moscou sur la plupart des produits alimentaires européens et américains. Et en Amérique centrale, c'est un drame écologique qui a mis à mal une région entière au nord du Mexique. Il y a 3 semaines, une mine de cuivre a déversé quelques 40 000 mètres cubes d'acide sulfurique dans le fleuve Sonora, tout près de la frontière avec l'Arizona. 800 000 habitants ont été affectés et à l'heure des comptes, les autorités mexicaines ont infligé hier une amende de 3 millions de dollars à l'exploitant de la mine Buena Vista, située à Cananea. La société devra également assumer les coûts de nettoyage du fleuve devenu toxique. Nous réunissons ensemble une puissante force coordonnée avec d'autres organismes du gouvernement fédéral. Il y a une demande de responsabilité écologique, conformément à la loi, sur la responsabilité environnementale pour la réparation des dommages causés à l'écosystème. Cette loi inclut une amende d'environ 3 millions de dollars, puis le coût de la réhabilitation des zones endommagées et affectées par la perte, la modification ou la dégradation de l'environnement.
Et puis c'est à croire que le poste de directeur général du FMI expose aux affaires. Christine Lagarde a annoncé ce matin sa mise en examen pour négligence dans l'enquête sur l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, arbitrage datant de 2008. Elle était alors ministre française de l'économie et hier elle a de nouveau été entendue par la Cour de justice de la République. Christine Lagarde qui exclut une démission du FMI. Ils se tournent le dos depuis 20 ans maintenant. Maroc et Algérie pourraient en théorie former les deux piliers d'une union économique en Afrique du Nord. Problème, les deux voisins ne s'entendent plus depuis un attentat à Marrakech. Entre-temps, le Maroc a changé de roi, l'Algérie de président, mais rien n'y fait. Les 1500 km de frontières communes restent fermées et on va le voir, Rabat et Alger se privent sans doute au final d'un réel potentiel d'échanges économiques. Johanna Citruc. D'un côté le Maroc, de l'autre l'Algérie. Quelques 1500 km de frontières fermées depuis 20 ans. Une décision prise par Alger en août 1994 après un attentat à Marrakech. Les services de renseignement algériens auraient été accusés à tort de la responsabilité de cette attaque. Et malgré l'impact négatif sur l'économie des deux pays, la réouverture de la frontière n'est pas à l'ordre du jour. L'année dernière, l'Algérie, un pays producteur de pétrole, a décidé d'y renforcer ses patrouilles, mais aussi de creuser des tranchées contre le trafic de carburant. Et il y a un mois, Rabat a annoncé la construction d'une clôture équipée de capteurs électroniques. Objectif, protéger le Maroc des menaces terroristes. Un nouveau coup dur pour les habitants de la région, côté algérien ou marocain, qui vivent généralement du commerce transfrontalier. Pourtant, sur le plan diplomatique, tous prônent un Maghreb fort et intégré. La réalisation de notre ambition de construire un grand Maghreb fort et capable de remplir son rôle au niveau politique et économique doit se baser sur l'établissement de relations fortes entre les 5 pays. L'Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie sont en effet engagés dans une organisation économique et politique depuis 1989. Il s'agit de l'Union du Maghreb arabe. Mais l'année dernière, plusieurs études ont montré que le commerce entre ces 5 pays ne représentait que 3% de leurs échanges globaux. Un manque d'intégration qui a un prix, puisque selon la Banque mondiale, le non-Maghreb coûterait plusieurs milliards de dollars chaque année. Voilà, les raisons pour entretenir les discordes ne manquent pas, le terrorisme, le Sahara occidental. Alors faut-il tout de même rester optimiste quant à une prochaine intégration économique? Thierry Barbeau est en ligne avec nous, spécialiste des économies africaines. Bonjour Thierry Barbeau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous dirigez, on le rappelle, entre autres les sites Info Afrique et Finance Afrique. Votre avis d'abord sur ce très long coup de froid, on pourrait dire diplomatique, entre Alger et Rabat. C'est une situation qui pénalise, qui paralyse d'après vous les perspectives de vrais partenariats dans la région? Oui, bien sûr, c'est une situation qui perdure depuis 1963 maintenant, avec une frontière qui est fermée, avec deux partenaires qui pourraient être essentiels sur une ouverture à l'international. C'est aujourd'hui très compliqué et il y a toujours des tentatives de trouver une solution, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Un potentiel qui reste inexploité. Quels sont les secteurs qui pourraient le plus profiter finalement d'un rapprochement entre les deux pays ? Alors, on a vraiment deux pays, quelque part, qui se ressemblent, qui sont frontaliers, mais qui sont aussi très différents. On a le Maroc avec une industrie touristique qui représente 18% du PIB, avec à peu près un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et puis à côté, on a une Algérie qui exploite complètement ses ressources. Alors, l'ensemble de ces ressources sont assez communes, pourraient être mises en avant, mais on a des conflits à la fois politiques et puis des conflits au niveau de l'intégrisme avec tous les problèmes qu'il y a eu en Algérie ces dernières années. Alors justement, au niveau régional, d'après vous, les motifs des échecs jusqu'ici, des tentatives, il y en a eu quand même d'intégration économique, on l'a vu avec l'Union du Maghreb arabe, c'est un problème d'efficacité, de pertinence des projets ou bien tout simplement un problème politique, comme vous le dites ? Alors c'est effectivement politique, mais c'est beaucoup plus compliqué. On a une Algérie, par exemple, qui exporte énormément ses produits pétroliers avec les États-Unis. On a un Maroc qui n'exploite rien avec les États-Unis, qui est essentiellement tourné vers l'Union européenne, avec à peu près 73% de ses exportations. On a aussi une industrie qui est un petit peu tabou, mais qui est bien sûr officielle, c'est que le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis, et l'Algérie dénonce
annonce toujours des tentatives de déstabilisation. On a aussi bien sûr l'exploitation du gaz et du pétrole en Algérie qui est aussi géré par la politique et aussi par l'armée, ce qui n'est pas le cas du côté marocain. Donc on a des divergences, des oppositions qui n'arrivent pas à se rétablir aujourd'hui. Alors rapidement, on va faire un peu de prospective. Comment vous imaginez une alliance, un libre-échange qui inclurait les deux pays, Algérie-Maroc? Il faudrait élargir une telle zone au-delà du Maghreb, d'après vous? Il faudrait bien sûr l'élargir au-delà du Maghreb. Il faudrait aussi que ces deux pays complètement stratégiques, puisqu'en bordure de l'Europe, à 14 km de l'Espagne, s'orientent aussi vers une ouverture beaucoup plus à l'international. Il faudrait aussi qu'ils trouvent des nouvelles stratégies vers l'Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut aussi qu'ils s'ouvrent à de nombreux pays qui attendent au niveau des besoins. Je parle bien sûr. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, on l'aura compris. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour toutes ces explications. Allez, tout autre chose à présent, et direction l'Hexagone. François Hollande a-t-il désormais les mains libres pour aller au bout de son pacte de responsabilité? Le remaniement gouvernemental a propulsé hier Emmanuel Macron aux commandes de Bercy, le ministère de l'économie. Et à l'inverse de son prédécesseur Arnaud Montebourg, il s'inscrit dans la ligne du président. Sa nomination illustre à merveille le débat à gauche entre les partisans de la rigueur et ceux de la relance par la demande. Le point avec Jonas Citruc. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. 36 ans, énarque et ancien banquier d'affaires chez Rothschild. Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg à Bercy. Mais le nouveau ministre est loin de faire l'unanimité, même au sein de la majorité. Il est issu du monde de la finance qui était pourtant l'ennemi numéro 1 dénoncé par François Hollande pendant sa campagne en 2007. Nous nous enfermons dans la seule politique possible qui serait de donner toujours plus d'argent à des grandes entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, qui vont les utiliser comme on le voit en ce moment pour accroître les dividendes de leurs actionnaires, alors que nous continuons de penser que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour des raisons d'efficacité économique et aussi de justice sociale, de conformité aux valeurs de la gauche, c'est plutôt soutenir le pouvoir d'achat des couches populaires et moyenne. Et c'est exactement l'inverse que le gouvernement a choisi. Soutenir les entreprises pour renforcer leur compétitivité. Une politique de l'offre jugée inefficace par certains ex-ministres comme Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Il n'y a pas, je crois, de colère. Il y a aujourd'hui un débat mondial, des appels mondiaux à la correction des erreurs de politique économique qui sont commises par tous les pays européens en même temps en Europe. Pour eux, l'austérité forcée en France, mais aussi dans l'Union européenne, empêche toute reprise. Dans la zone euro, le taux de chômage frôle 12% et la menace déflationniste se précise. Cette crise, elle est le fait de François Hollande lui-même, parce qu'il a pendant 2 ans entretenu l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir au sein du même gouvernement 2 lignes en matière de politique économique. Il ne peut pas y avoir 2 lignes en matière économique. Des divergences qui ont coûté aux ministres insoumis leur poste au sein du gouvernement. Il y a une seule ligne et les membres du gouvernement ne peuvent pas se donner en spectacle. Une ligne promue par Berlin. L'Allemagne est l'unique pays de l'Union européenne à qui l'austérité semble en partie profiter. Mais malgré les mauvais chiffres et les critiques, c'est aussi la ligne que François Hollande a décidé de suivre, notamment avec l'application de son pacte de responsabilité. Alors qu'en pense la presse française? La réponse dans le Media Watch. La revue de presse, et disons-le d'entrée, globalement, la presse économique en France salue la nomination d'Emmanuel Macron à Bercy. Et c'est Fleur Citruc qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Fleur, bonjour. Bienvenue à vous. Alors satisfaction aussi du côté du patronat, comme l'illustre d'ailleurs le magazine Challenge. Oui, qualifie carrément l'ex-banquier d'affaires de chouchou des patrons. Les patrons cités dans l'article n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour encenser le jeune énarque. Selon François Perrol, qui dirige le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, il s'agit d'un esprit brillant et séducteur. Le patron de France Télécom, Stéphane Richard, confessait carrément un coup de foudre il y a 2 ans. Autre grand ponte du CAC 40 qui est cité par le magazine Challenge, cette personne qui déclare « Je l'ai vu à l'œuvre chez Rothschild, Macron va rassurer tout le monde ». Alors, qui est donc cet homme peu connu du grand public, mais qui semble déjà avoir su séduire le cœur des grands patrons? À 36 ans, Emmanuel Macron a déjà eu plusieurs vies. Sachez qu'à 25 ans, il était apprenti philosophe après une thèse sur l'intérêt général. C'était
est l'assistant de Paul Ricoeur. 5 ans plus tard, après un passage à l'ENA et à l'inspection des finances, on le retrouve chez Rothschild comme banquier d'affaires. Début 2012, il est nommé gérant et se retrouve à piloter l'un des plus gros deals de l'année, c'est-à-dire le rachat de Nestlé par une filiale de Pfizer, un deal à 9 milliards d'euros qui lui permet illico de devenir millionnaire. Et c'est peu de temps après qu'il va être nommé à l'Élysée au poste de secrétaire général adjoint, un poste qu'il a quitté peu avant l'été. Et donc, il rentre cette fois-ci à la rentrée par la grande porte. Et puis rapidement, Fleur, pour la Tribune, c'est un anti-Montebourg qui débarque à l'économie. Tout à fait, pour le quotidien, c'est tout ce que haïssait l'ex-ministre de l'économie fraîchement débarqué qui s'installe à sa place à Bercy. Emmanuel Macron, lui, défend une politique libérale, la rigueur, et se montre partisan d'une accélération de la baisse des dépenses publiques. Il est donc totalement en phase cette fois-ci avec Michel Sapin, le ministre des Finances. En tout cas, de vrais défis pour ce nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Fleur et à bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le MAG revient demain sur i24 News. Les États-Unis, la finance, les subprimes, ce sera notamment au programme. D'ici là, l'info continue. Restez avec nous.